Bon, allez, on va y aller. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire du CEMIR. Je m'appelle Rémi Coudroy, je travaille à Poitiers. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le professeur Boris Jung qui va nous parler d'un sujet qu'il connaît très, très bien au vu des études qu'il a réalisées sur le sujet et des conférences, enfin, de la conférence de consensus qu'il a menée. Donc, il va nous parler aujourd'hui du bicarbonate de sodium en réanimation. Je précise juste pour ceux qui n'étaient pas là il y a quelques minutes, n'hésitez pas à poser des questions par écrit sur le chat, donc sur le petit icône converser ou QR, et je me ferai le relais de vos questions à la fin de la présentation. Voilà, je vais éteindre ma vidéo et je vous laisse. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir confié ce webinaire sur le sujet du bicarbonate de sodium. Comme on vous l'a dit, il y a possibilité de poser des questions et j'essaierai de répondre au fur et à mesure de l'exposé. Il y a aussi des questions qui vous font participer, où vous allez voter en fonction de ce que vous pensez. Il n'y a pas de réponse juste et fausse. C'est souvent un peu comme en médecine, de l'intervalle de confiance et de la décision dans l'incertitude, et vous dites ce que vous auriez fait le plus honnêtement possible. Pour ce qui est des conflits d'intérêts, j'ai des conflits d'intérêts sur le sujet, mais qui sont des financements publics que j'ai pu obtenir pour des études cliniques, et des conflits qui sont en dehors de cette thématique et qui sont versés directement sur le compte du CHU. J'ai eu la chance et l'honneur de coordonner avec Naïk Bigé pour la SRLF et la SFMU une recommandation formalisée d'experts qui est sortie récemment en 2019, et je remercie l'ensemble des experts qui ont participé à cette recommandation formalisée d'experts sur le sujet de l'acidose métabolique. Alors on va attaquer le cas clinique, assez banal, hein, d'un homme d'une soixantaine d'années en surpoids, diabétique non traité, qui se présente aux urgences avec une hypotension artérielle, une tachycardie, un ralentissement psychomoteur, une insuffisance rénale aiguë Cadigo 3, donc la créatinine est multipliée par 3 par rapport à la baseline. Il bénéficie d'un remplissage vasculaire par soluté salée isotonique, et les premiers gaz du sang artériel réalisés montrent un pH à 7,14, une PaCO2 à 22, une bicarbonatémie à 11, un trou anionique à 22, une lactatémie artérielle à 8, et il n'y a pas de cétonémie, cétonurie. Donc la première question, le premier sondage pour vous, c'est est-ce que aux urgences, face à ce tableau clinique, lorsque vous êtes appelé pour une consultation, vous proposez devant ce tableau l'administration du bicarbonate de sodium? Vous répondez franchement, encore une fois, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Ouais. Continuez à voter, n'hésitez pas, il reste encore quelques retardataires avant de mettre fin au vote. On va clore le vote. Donc merci beaucoup. Les 3/4 d'entre vous n'administreraient pas à ce stade aux urgences de bicarbonate de sodium. Comment est-ce qu'on peut réduire juste le vote là? Il faut fermer la fenêtre. Alors attends, il faut que je réduise le truc parce que je ne peux pas la fermer comme ça. Voilà. On en est là. Donc il y a une deuxième question juste après sur la méthode de Stewart. Est-ce que lorsque vous êtes appelé comme ça au chevet d'un patient, vous utilisez de manière routinière la méthode de Stewart pour analyser le trouble acido-basique auquel vous avez à faire face? Ça peut être parfois, oui ou non. Encore quelques secondes pour voter. OK. Donc c'est intéressant, hein, les 2/3 n'utilisent pas la méthode de Stewart en routine, et un quart d'entre vous l'utilisent parfois à visée clinique. Alors, il y a quelques diapos de rappel sur l'interprétation des troubles acido-basiques. Les plus classiques, c'est la méthode de Henderson-Hasselbalch, qui est basée, comme vous le savez, sur la PaCO2 et la bicarbonatémie pour définir des troubles simples ou complexes, métaboliques ou respiratoires.
Et puis, c'est ce que recommande la recommandation formalisée d'experts, c'est d'utiliser cette méthode classique que vous avez appris pendant l'externat, parce qu'elle est simple, mais cependant, la méthode de Stewart permet, dans certaines situations complexes, notamment lorsque la balance sodée et chlorée est perturbée, de mieux comprendre les désordres acido-basiques, basé donc sur une opinion d'expert, parce qu'il n'y a pas de preuve dans la littérature aujourd'hui que l'une des méthodes est supérieure à l'autre en termes de devenir clinique. Alors, quelques diapos très simples. Stewart, lorsqu'on ne connaît pas très bien, c'est assez complexe à aborder, et on ne va pas passer l'ensemble du topo là-dessus parce que ce n'était pas le sujet, mais peut-être 3 clés pour essayer de comprendre le concept de Stewart. Il y a les 3 règles physico-chimiques utilisées par la méthode de Stewart. C'est d'abord qu'une solution est électroneutre et que la somme des cations est égale à la somme des anions, ce qui dans le plasma fait que le sodium, le potassium, le magnésium et le calcium s'équilibrent avec le chlore, le lactate et le soluté tampon. Et lorsque l'on fait la soustraction de ces cations forts par les anions forts, on retrouve une différence des ions forts qui est égale à 39 mmol par litre. Ça, c'est le premier concept. Le deuxième concept, c'est que rien ne se crée, rien ne se forme, tout se transforme. C'est la loi de Lavoisier, et qui dit que la somme des anions et des cations est égale à une constante, et c'est ce que l'on voit avec l'albumine et le phosphate. La troisième loi, c'est que le produit des H+ et des OH- est égal à une constante, et donc si dans un milieu la quantité de chlore augmente, pour obtenir un équilibre, il va y avoir une augmentation de la concentration en protons, générant une acidose. À l'inverse, si la quantité de sodium augmente dans une solution, eh bien, il y aura une augmentation du nombre de la concentration en base, occasionnant une alcalose. Vous voyez que dans la méthode de Stewart, la bicarbonatémie n'intervient pas dans l'équilibre acido-basique, c'est uniquement la PaCO2, la différence entre les cations et les anions, et la dissociation phosphate et albuminate des acides faibles. On peut alors interpréter les troubles acido-basiques, soit sur le plan respiratoire, comme on le fait usuellement, avec la variation de la PaCO2 à gauche de l'écran, ou sur le plan métabolique, c'est ce qu'on voit à droite de l'écran, en utilisant la différence des ions forts en violet. J'arrive pas trop à utiliser le pointeur, mais la différence des ions forts, donc les cations moins les anions, en violet, qui peut donner une alcalose ou une acidose en fonction du déficit ou de l'excès d'eau, parce que ce qui va se passer, c'est que c'est le sodium qui va être principalement concentré ou dilué. Et puis, en fonction de l'excès ou de l'absence relative de chlore dans le plasma, on va avoir une acidose hyperchlorémique ou une alcalose hyperchlorémique. C'est ce qui explique probablement l'acidose hyperchlorémique aux solutés salées isotoniques. Et puis plus rarement, de manière quantitativement moins importante que les ions forts, c'est les anomalies des acides faibles, donc albuminate et phosphate, qui jouent un rôle en réanimation, puisque nous avons le plus souvent des patients qui sont hypoalbuminémiques et avec des troubles phosphatés. Donc toute cette analyse-là permet de retrouver un diagnostic du trouble acido-basique, parfois de manière plus précise que Anderson-Hasselbalch dans les solutions les plus complexes. Il y a des logiciels qui existent en ligne si on n'a pas envie de faire tous ces calculs à la main. Et je vous propose celui qui est présenté par l'Université d'Amsterdam, où on rentre l'ensemble du bilan électrolytique et du bilan acido-basique. Et le logiciel fait les calculs qui sont un peu complexes dans Stewart et vous propose une analyse des mécanismes. C'est bien sûr pas une recette de cuisine, mais c'est une aide qui peut être utile dans des cas vraiment complexes où on a plusieurs phénomènes qui sont simultanément présents. Donc maintenant que vous avez réfléchi si vous utilisez Stewart ou pas Stewart, je vous repose la même question. C'est un peu comme un test de concordance de script. On avance au fur et à mesure dans les connaissances théoriques et dans le contexte, et on réfléchit si avec de nouvelles données, on change son attitude. C'est ce qu'on fait tous les jours en médecine. On prend en compte des bilans, des examens complémentaires, et ça influence notre attitude diagnostique et thérapeutique. Encore quelques secondes de vote.
On va arrêter dans 5 secondes. On est toujours à peu près dans les mêmes proportions, hein, on était à 3/4 pas de bicarbonate, et maintenant on est à 70% pas d'administration de bicarbonate de sodium. Alors, l'ancienne conférence de consensus que vous n'avez pas connue en 1999, de la CRLF, de la SFAR et de la Société d'urgence, disait qu'en effet, au cours des acidoses lactiques, qui est le principal mécanisme probablement chez ce patient de l'acidémie, il n'y a pas d'indication de perfusion de bicarbonate de sodium, et on voit dans cette classification un peu ancienne que uniquement les situations avec perte en ion de bicarbonate justifiaient l'administration de bicarbonate de sodium pour la conférence de 99. C'était basé essentiellement sur des études physiologiques humaines et des études expérimentales chez l'animal. Et les deux études physiologiques humaines qui étaient utilisées, c'était une étude canadienne et une étude française publiée au début des années 90 qui montraient la même chose. C'était des patients en petit nombre, une quinzaine environ, de réanimation, qui étaient explorés par cathéter artériel pulmonaire de Swan-Ganz, et on comparait en crossover l'administration de bicarbonate de sodium et de soluté salé avec la même quantité d'osmol sur l'impact métabolique et hémodynamique. Alors bien sûr, l'administration de bicarbonate augmentait le pH, la bicarbolatémie, un peu la PaCO2 et entraînait une hypocalcémie ionisée, on y reviendra, mais il n'y avait aucun effet différent entre bicarbonate de sodium et soluté salé sur le débit cardiaque ou la pression artérielle. Une équipe française de Lille avait réalisé le même type d'étude chez l'homme, avec 10 patients en crossover, et retrouvait l'absence de différence sur les effets hémodynamiques et sur le transport en oxygène entre bicarbonate de sodium et soluté salé. Donc, ces études expérimentales et physiologiques humaines ont conduit aux recommandations de 99. Depuis cette conférence, il y a eu assez peu d'études, des études humaines de ce type-là, monocentriques, cas contrôle, avec 70 patients en tout sur une durée de 5 ans, chez les patients en choc septique, qui montraient des résultats mitigés. Les investigateurs comparaient de manière rétrospective dans leur centre ces 72 patients et montraient à gauche, la Kaplan-Meier, l'absence de différence entre bicarbonate versus absence de bicarbonate sur la durée du traitement par vasopresseur, et un effet significatif en faveur du bicarbonate sur la durée de ventilation mécanique qui était plus courte. À l'inverse, une étude du même design, monocentrique rétrospective, réalisée en Corée du Sud sur une centaine de patients en acidose lactique, montrait sans ajustement et de manière totalement observationnelle que l'administration de bicarbonate de sodium en verre était associée sur la Kaplan-Meier à une survie moindre des patients par rapport aux patients qui n'avaient pas reçu de bicarbonate de sodium. Donc des études observationnelles de qualité limitée. On avait réalisé, nous, un sondage sur 5 centres du sud de la France, et c'est plus qu'un sondage, c'était une enquête de pratique réelle où on regardait réellement ce qui était fait, pas ce qui était déclaré, mais ce qui était fait dans la vraie vie. Et on retrouvait qu'en fonction des 5 centres que vous voyez en bas, là, les 5 histogrammes, eh bien, il y avait une hétérogénéité très importante entre les centres. Certains centres prescrivant plutôt beaucoup, souvent, de bicarbonate de sodium, alors que d'autres centres, centre numéro 2 par exemple, ne prescrivaient quasiment jamais de bicarbonate de sodium devant une acidémie métabolique. Lorsqu'on fait une enquête de pratique aux États-Unis, auprès de néphrologues ou de réanimateurs, on voit à l'inverse que l'administration de bicarbonate de sodium est très souvent utilisée en Amérique du Nord, que ce soit par les néphrologues ou par les réanimateurs, devant une acidose lactique. À tel point qu'il y a eu, à un moment donné, il y a quelques années, une rupture de stock de baking soda, c'est le bicarbonate de sodium, qui a été interprété par la presse, la grande presse quotidienne, comme une crise sanitaire avec la FDA, vous savez, l'agence du médicament américaine, qui reconnaissait que ce médicament était une drogue majeure, très importante, et encourageait les pharmacies hospitalières à fabriquer soi-même son bicarbonate de sodium, si possible. Donc on voit une hétérogénéité de pratiques dans le monde, avec des études de soit monocentriques expérimentales, soit observationnelles plutôt rétrospectives. Donc, nouvelle question, est-ce qu'au vu des recommandations de 99, des données de la littérature physiologique et des enquêtes de pratique et des études rétrospectives monocentriques, est-ce que face à ce patient, ça fait changer votre avis ou pas du tout? Donc j'ai l'impression que ça vous renforce plutôt pour ceux qui commencent à voter.
dans le fait qu'il probablement il ne faut pas, chez ce patient, prescrire de bicarbonate de sodium, du moins aux urgences, à la phase initiale. Je vais te mettre fin au vote. Et Oui, oui. là c'est tellement flagrant que ça ne changera pas. Faut que je... Donc devant l'incertitude quand même en termes de niveau de preuve, on avait avec Samir Jaber et beaucoup de co-auteurs en France, que je remercie encore à nouveau d'avoir participé à cet essai, réalisé un essai multicentrique randomisé contrôlé sans aveugle, comparant l'administration de bicarbonate de sodium à l'absence de bicarbonate de sodium chez des patients en acidémie profonde. L'endpoint principal, c'était un score composite entre la mortalité à J28 et la présence à J7 d'au moins une défaillance d'organes définie par un score SOFA à 3 ou 4. C'était donc un essai randomisé multicentrique qui ne pouvait pas être réalisé en aveugle pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas de soluté aujourd'hui qui soit parfaitement sans effet sur le pH. Et la deuxième raison, c'est qu'on ne peut pas demander à des réanimateurs de ne pas regarder les gaz du sang chez des patients aussi sévères. Et à partir du moment où on regarde les gaz du sang, on lève l'aveugle. Il y avait une stratification, on y reviendra, et l'analyse était en intention de traiter chez 400 patients. Les patients étaient tous en acidémie sévère, avec un pH inférieur ou égal à 7,20, et avaient tous au moins un SOFA total supérieur ou égal à 4 ou une hyperlactatémie supérieure à 2. Il ne devait pas être hypercapnique au-delà de 45 mm de mercure. Les critères de non-inclusion, eh bien, c'était les pertes de bicarbonate entre guillemets prouvées, qu'elles soient digestives ou tubulaires, les patients qui étaient déjà dialysés, chroniques ou aigus, les situations où le bicarbonate n'est pas recommandé, on y reviendra, aux acides exogènes ou l'acidocétose, et puis les considérations éthiques usuelles de fin de vie, de grossesse ou de refus de consentement. Il y avait donc une randomisation en deux bras de 200 patients chacun, avec un groupe contrôle où le bicarbonate était interdit et un groupe intervention où le bicarbonate était obligatoire. C'était de 4,2%. La quantité administrée était laissée libre aux cliniciens parce que l'utilisation de formules qui peuvent être utiles n'est pas usuelle chez la plupart des cliniciens. Donc on réalisait des bolus de 125 à 250 ml par 30 minutes. Et la stratification a été réalisée, c'est important pour la suite, elle a été réalisée donc a priori, c'est une stratification de la randomisation en fonction de la présence ou non d'un sepsis, de la présence ou non d'une insuffisance rénale aiguë modérée à sévère. À l'époque, c'était l'AKIN, mais c'est globalement CADIGO 2-3 versus CADIGO 1 ou absence d'insuffisance rénale. Et l'âge avec un cut-off à 65 ans. C'est simplement une dizaine de l'étude qui reprend ce que je vous dis, avec les critères d'inclusion en bleu, la randomisation avec à droite le groupe interventionnel où les patients devaient recevoir du bicarbonate de sodium pour obtenir un pH plasmatique supérieur à 7,30 tout au long de l'hospitalisation. Et à gauche, les patients qui... Oula, ça c'est l'essai d'après en fait, excusez-moi. Ce n'est pas le bon nombre de patients, mais c'est le même design. Ce n'est pas 320, c'est 2 fois 200. Mais peu importe. Dans le groupe contrôle, il n'y avait pas de bicarbonate de sodium. Les résultats, alors sans surprise, en gris foncé, le bras intervention avec bicarbonate, eh bien, le pH montait plus vite chez les patients qui étaient traités par bicarbonate de sodium par rapport aux patients qui n'étaient pas traités par le médicament. C'est simplement la compliance au protocole au final. La bicarbonatémie de même montait plus rapidement chez les patients traités par bicarbonate de sodium et chez ces patients qui étaient majoritairement ventilés mécaniquement, il n'y avait pas d'effet sur la PaCO2 au cours du temps. Le résultat principal, donc je vous rappelle que le critère de jugement principal, c'était un score composite entre la mortalité à J28 et la présence d'une défaillance d'organes à J7. Bien sur la population totale, au final de 389 patients, après avoir exclu secondairement 11 patients inclus à tort ou avec retrait de consentement, c'est qu'il n'y avait pas d'effet sur le score composite dans la population globale et il n'y avait pas d'effet non plus, c'est ce qui est encadré en bleu, sur la mortalité à J28 ou la présence d'une défaillance d'organes à J7, il n'y avait pas de différence entre les deux. Chez les patients par contre qui avaient été randomisés dans la strate prévue a priori des patients en insuffisance rénale aiguë, il y avait un score composite, une mortalité à J28 et un nombre de patients avec défaillance d'organes à J7 qui était
meilleure, qui était en faveur du groupe bicarbonate. Vous voyez la mortalité à J28 qui était de 63 versus 46% chez les patients traités par bicarbonate de sodium. C'est ce qu'on voit avec la courbe de Kaplan-Meier. Hein, dans la population globale totale, la mortalité à J28, 45% à J28 contre 54% n'était pas différente entre les deux groupes en courbe de Kaplan-Meier. Par contre, dans la strate a priori des patients à l'insuffisance rénale aiguë, il y avait un bénéfice au traitement par bicarbonate de sodium. Un des résultats secondaires importants, c'est que les patients traités par bicarbonate de sodium étaient moins souvent dialysés et lorsqu'ils l'étaient, étaient dialysés plus tardivement que les patients du bras contrôle. Donc le résumé de cette étude en une diapo, si on la prend de gauche à droite, les patients qui avaient une acidémie profonde inférieure à 7,20 avec une insuffisance rénale aiguë modérée à sévère CADIGO 2-3 bénéficiaient de l'administration de bicarbonate de sodium à 4,2%, en médiane 500 ml au cours du séjour. Donc c'est un médicament qui ne coûte pas cher. Et en prenant en compte ce qui est encadré en rouge, le risque d'effets secondaires sur lequel on va revenir, eh bien, il fallait 6 patients traités pour sauver une vie, avec un intervalle de confiance large, entre 3 et 50, compte tenu de l'effectif. Et il y avait donc un effet bénéfique sur la mortalité de ce traitement chez ces patients. Donc ces résultats d'un essai randomisé multicentrique français ont été, je pense, on peut dire, confirmés par une étude rétrospective basée sur la database MIMIC. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la database MIMIC, c'est une database, vous voyez dans le premier carré en gris, de 50 000 patients issus de la database de Harvard à Boston, qui est libre d'accès et qui permet d'extraire les patients que l'on souhaite dans une base rétrospective. Donc pour aller d'emblée en bas à droite de la diapo, à partir de ces 50 000 patients, les auteurs ont identifié des patients septiques en acidose métabolique, avec un pH inférieur à 7,3, exposés ou non exposés au bicarbonate de sodium à la phase aiguë de leur séjour, les 2 premiers jours, et ils ont pu, après score de propension, apparier 2 fois 500 malades qui ont été ou n'ont pas été traités par bicarbonate de sodium. L'appariement, on le voit ici en vert, l'appariement a été plutôt précis sur toute une liste de variables, de gravité, de variables biologiques ou d'atteinte d'organes. Donc les 500 patients x2 étaient très comparables en dehors du fait qu'ils aient été traités ou non par bicarbonate de sodium. Et leur analyse basée sur cette database rétrospective, c'était que seuls les patients qui avaient à la fois une acidémie avec un pH inférieur à 7,2 et une insuffisance rénale aiguë modérée à sévère bénéficiaient du traitement par bicarbonate de sodium avec une diminution de la mortalité. On ne retrouvait pas cet effet dans les autres sous-groupes. La même équipe a travaillé sur la même database MIMIC de 50 000 patients dans un autre article publié en 2019, mais avec cette fois une sélection de patients un peu différente. Ils ont pris uniquement, c'est ce qu'on voit dans le deuxième cercle en haut, la présence des patients qui avaient une insuffisance rénale aiguë dans les 48 heures suivant leur admission et au moins un pH inférieur à 7,2 pendant leur séjour. Ils ont donc pris ces patients en acidémie avec insuffisance rénale aiguë, ont enlevé les patients insuffisants rénaux chroniques ou dialysés, et ils ont pu comparer 800 versus 2500 patients, une grosse cohorte, pour voir leur devenir. Alors ils ont utilisé une méthode un peu complexe que je vais volontairement copier-coller à droite pour ceux qui voudront le lire tranquillement, mais ils ont fait un score de propension avec une variable temps, temporelle inclus dans leur modèle. Et ce qu'ils retrouvent, donc c'est une analyse multivariée, ajustée, avec un hasard ratio sur la mortalité, c'est que les 2 sous-groupes dans leur analyse qui bénéficiaient d'alcalinisation, c'est la pancréatite aiguë, alors les auteurs ne l'expliquent pas très bien, et à nouveau l'acidémie sévère avec un pH cette fois inférieur à 7,15, pas très loin de 7,20. Donc ma nouvelle question, c'est toujours la même, c'est est-ce que après l'étude multicentrique et les analyses rétrospectives de la database MIMIC par cette équipe chinoise, est-ce que ça change votre attitude ou non sur l'administration de bicarbonate de sodium
Donc c'est un patient, je vous rappelle, hein, qui est probablement septique, qui a une insuffisance rénale aiguë Cadigo 3, qui a une acidémie sévère, mais qui n'est pas encore sous noradrénaline et qui est en ventilation spontanée. On va se laisser encore quelques secondes, mais on voit que les tendances ont changé. Oui. Moi, je vais mettre fin au vote. Bon. Donc on est là maintenant, effectivement ça a changé, on était à la question précédente, vous étiez 90% je crois à ne pas administrer de bicarbonate de sodium, là vous êtes plutôt les 2/3 à en administrer. Alors j'ai oublié la diapo, mais effectivement on verra la diapo après, c'est ce que suggère la RFE 2019 quoi. Donc on va dire que vous avez opté pour une administration de bicarbonate de sodium chez ce patient. Et vous allez devoir prendre en considération, comme n'importe quel médicament, des effets secondaires attendus. Donc là, c'est un choix multiple, hein, et plusieurs réponses peuvent être satisfaisantes. Est-ce que vous prenez en considération le risque d'acidose intracellulaire paradoxale, le risque d'hypotension artérielle induite par l'administration de bicarbonate de sodium, l'hypocalcémie ionisée iatrogène, l'hypokaliémie, le risque d'alcalose métabolique, overshoot, quoi, et les apports sodés qui sont importants, surtout si vous décidez de faire du bicarbonate de sodium hypertonique. On est avec du bicarbonate 42 pour 1000. Oui, on va dire que c'est du bicarbonate à 42 pour 1000. Il y a plusieurs effets attendus possibles. Après, tout dépend si vous les jugez pertinents. On peut dire que effectivement on apporte du sel, mais ça ne nous paraît pas pertinent. Ça ne nous paraît pas être un problème au final. On va donner encore quelques secondes. Ok. Alors, vous êtes surtout préoccupé, on va dire, par 3 risques, si on les classe. L'apport sodé, qui va être important, le risque d'hypokaliémie et l'hypocalcémie ionisée. Alors, on va revoir quelques effets secondaires attendus, hein, comme n'importe quel médicament. Un des effets secondaires supposés, en tout cas qui est bien repris dans l'ensemble des livres et des articles de review, c'est le risque d'acidose intracellulaire paradoxale. Donc, le concept, c'est de dire qu'en donnant du bicarbonate de sodium, on va rapidement dégager du CO2 qui va traverser librement les parois cellulaires et en rentrant dans la cellule, vont acidifier l'intérieur de la cellule. Alors ça a été suggéré, ça, sur des cultures cellulaires, hein, c'est ce que je vous montre ici, par une étude remarquable de Jacques Levrault à Nice, il y a quelques années maintenant, qui avait pris des hépatocytes en culture et qui démontrait une diminution du pH intracellulaire sur les hépatocytes en culture, mais en utilisant un milieu tampon qui n'est pas le plasma, mais qui est un milieu tampon utilisé habituellement en culture cellulaire. Et en fonction de la concentration du milieu tampon, il y avait un effet totalement différent sur le pH intracellulaire. Lorsqu'il utilisait un milieu tampon qui était du sang, à plus ou moins concentré, entre 5 et 40% d'hématocrite, l'administration, toujours sur des cultures cellulaires, avait un effet là aussi, vous voyez, très variable et plutôt très transitoire, quelques minutes, 2-3 minutes, sur le pH intracellulaire. Lorsqu'on passe maintenant à l'animal et plus à la culture cellulaire, donc là c'est une étude de Kimoun à Nancy qui est super bien faite, je trouve. Il a pris, c'est complexe, 5 groupes de rats, à chaque fois 5 rats. Donc ça commence en haut à gauche. C'est des rats qui ont un choc hémorragique, qu'on réanime de manière standard d'abord, avec du sang et de la noradrénaline. Mais un autre groupe au milieu est réanimé avec du sang, de la noradrénaline et du bicarbonate de sodium. Un troisième groupe à droite est réanimé, indépendant, c'est des groupes indépendants à chaque fois, avec du sang, de la noradrénaline, du bicarbonate de sodium, du chlorure de calcium, et on ajuste le ventilateur pour le maintenir en normocapnie. Et puis vous avez 2 autres groupes en bas à gauche qui reçoivent uniquement de l'hyperventilation ou uniquement de l'hyperventilation plus du sang et de la noradrénaline, excusez-moi, ou du calcium adjoint à de la noradrénaline et du sang. Et ce qui va montrer, alors je ne vous représente pas tous les groupes, c'est compliqué, il y en a 5, mais sur les 3 groupes, donc standard, c'est-à-dire sans noradré, adapté, c'est avec bicarbonate, hyperventilation et chlorure de calcium,
ou non adapté, c'est juste du bicarbonate, eh bien, les effets sur le pH intracellulaire sont variables. Hein. C'était de la spectrométrie qu'il a utilisée sur l'animal, avec, vous voyez, une diminution du pH intracellulaire transitoire de 0,1 à 0,2 dans le groupe non adapté, et dans le groupe adapté, plutôt même une augmentation du pH intracellulaire. Donc c'est que du rat, hein, on peut dire que si on administre chez du rat en choc hémorragique du bicarbonate de sodium avec contrôle de la PaCO2 et du chlorure de calcium, il n'y a pas d'acidose cellulaire paradoxale chez l'homme. Chez l'homme, on a très peu de données sur le sujet, voire dans la parenthèse. Deuxième effet dont on peut s'attendre, qui va un peu avec, c'est sur le risque d'hypoxie tissulaire. Vous avez appris à un moment donné l'effet Bohr, qui dit que lorsqu'on augmente le pH plasmatique, on augmente l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, et par là même, on va diminuer la disponibilité de l'oxygène au tissu. On va moins délivrer d'oxygène au tissu. Donc, l'idée, c'est de dire que si on alcalinise, on va priver les tissus d'oxygène, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Alors, chez l'homme, les deux études physiologiques dont je vous avais parlé au début des années 90 se sont intéressées au sujet, et l'étude française, lilloise, montre, c'est ce qui est surligné là, en bleu, que les patients qui recevaient du bicarbonate de sodium hypertonique avaient une baisse transitoire de la SVO2, c'est de la Swan-Ganz, de la SVO2, passée de 69 à 66 puis 68 donc c'est très faible. Et ceux qui recevaient du chlorure de sodium, eux, n'avaient pas du tout de baisse de la SVO2. Donc on peut voir une baisse très transitoire et plutôt modérée de l'oxygénation tissulaire. Si on reprend l'étude animale, lorsque l'on administrait du bicarbonate de sodium, du chlorure de calcium et de l'hyperventilation en plus de la noradrénaline et du sang, on voit qu'on économise, c'est là où il y a la flèche, on économise franchement les besoins en noradrénaline, c'est-à-dire qu'on a un effet bénéfique sur l'état circulatoire de ces rats en choc hémorragique. Donc l'hyperlactatémie, l'acidose paradoxale, c'est peu pertinent, je pense, en pratique clinique. L'hypocalcémie, par contre, ça c'est un vrai risque auquel vous devez vraiment prêter attention. C'est un risque qui est fréquent, qui est parfois mésestimé parce qu'on n'a pas toujours la calcémie ionisée. Mais l'idée, c'est que lorsque l'on va alcaliniser, on va augmenter l'affinité de l'albumine pour le calcium et par là même diminuer la calcémie libre, ionisée, avec un risque de vasodilatation brutale et importante et avec un risque hémodynamique. Donc l'idée, c'est de corriger une hypocalcémie ionisée avant d'administrer du bicarbonate de sodium pour limiter ces effets indésirables hémodynamiques et le risque d'hypotension en fait, artérielle par hypocalcémie ionisée. L'alcalémie, oui, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut modérer la dose, anticiper les besoins en bicarbonate de sodium et titrer le médicament. On peut théoriquement avoir un risque neurologique, c'est bien décrit dans l'acidocétose diabétique où on peut avoir un vrai rebond d'hyperalcalose avec des risques de convulsions ou d'œdème cérébral. L'hypokaliémie, ça c'est un vrai risque bien connu, par transfert, peut-être aussi par perte rénale, c'est moins bien prouvé. Et là aussi, il faut bien sûr s'attacher à vérifier la kaliémie avant d'administrer du bicarbonate de sodium. La surcharge hydrosodée, là encore, oui, bien sûr. Il faut évaluer le risque d'œdème aigu du poumon par le bolus et la charge sodée qui accompagne du bicarbonate de sodium et modérer la dose. Pour ce qui est de l'hypercapnie, c'est souvent modéré, surtout si on l'administre lentement, le bicarbonate de sodium. Et chez les patients ventilés mécaniquement, c'est moins un problème puisqu'on peut ajuster les réglages. Alors, basé sur toutes ces données, les RFE ont effectivement conclu, comme la plupart d'entre vous, qu'il faut probablement administrer du bicarbonate de sodium aux patients de réanimation qui présentent à la fois une acidémie profonde d'origine métabolique, 7,20 de pH, et une insuffisance rénale aiguë modérée à sévère, avec un grade 2+, et un accord fort. Il y a d'autres traitements dont on va passer, parce que ce n'est pas le sujet du soir, mais bien évidemment, dans le cas d'un état de choc ou d'une insuffisance rénale aiguë, lorsque le traitement médical qui comprend du bicarbonate de sodium n'est pas suffisant, n'est pas efficace et que l'acidémie reste profonde, eh bien, l'épuration extra-rénale reste tout à fait d'actualité.
c'est ce que l'on voit, hein, la plupart d'entre nous utilisons des critères multifacteurs, des critères multiples pour initier une épuration extra-rénale. Et dans une enquête qui avait été réalisée il y a quelques années par Mathieu Legrand, l'acidose métabolique faisait partie des critères régulièrement utilisés par les réanimateurs pour initier une épuration extra-rénale. La baisse du pH était également présente dans les études multicentriques françaises qui ont été publiées dans des très grands journaux récemment. Dans Akiki, on voit par exemple que le pH inférieur à 7,15 était noté comme un critère de recours à l'épuration extra-rénale. C'était le cas également dans Ideal ICU, publié en New England, avec la valeur de pH inférieur à 7,15 qui était proposée comme indication d'épuration extra-rénale. La suite de tout ça, c'est que vous avez vu le premier papier, c'est une strate de randomisation a priori qui montre un bénéfice. Et on essaye avec beaucoup de centres collaborateurs que je remercie beaucoup aujourd'hui pour inclure activement dans la deuxième étude, BICAR ICU 2. Eh bien, on essaye de voir si les résultats vont se confirmer en s'attachant à ne randomiser que les patients qui ont à la fois une acidémie sévère et une insuffisance rénale aiguë modérée à sévère CADIGO 2 ou 3, avec cette fois comme objectif non pas un score composite, mais la mortalité à J90. Le design est exactement le même, on va passer rapidement, mais ce ne seront que des patients avec une insuffisance rénale aiguë. L'étude est en cours et avance bien. Donc je remercie à nouveau les membres de la RFE pour avoir participé à tout ça et avoir donné des recommandations qui sont, j'espère, utiles pour la pratique clinique. Et ma conclusion de tout ça, c'est de dire qu'il faut très probablement, c'est un combiné de la RFE et un petit peu de ce que je pense et qu'on pourra discuter, on doit probablement administrer du bicarbonate de sodium lorsqu'il y a des pertes de bicarbonate de sodium avec une mauvaise tolérance clinique. Donc on peut discuter de la mauvaise tolérance clinique, mais c'est exactement le copier-coller de la RFE. Lorsqu'il y a, on l'a vu, une acidémie métabolique sévère et une insuffisance rénale aiguë modérée à sévère en réanimation. Dans des situations qui sont un peu hors sujet ce soir, je pense, mais on peut en discuter quand même, c'est les intoxications aux stabilisants de membrane. Et dans ce cas-là, ce n'est pas tellement le bicarbonate qui compte, c'est plutôt le sodium hypertonique pour son effet compétitif et l'intoxication grave au salicylé pour à la fois favoriser l'élimination de l'acide acétylsalicylique et pour limiter les effets neurologiques proconvulsivants des salicylés en alcalinisant le cerveau. Là où il y a beaucoup moins de niveaux de preuve pour l'administration de bicarbonate de sodium, c'est dans la rhabdomyolyse, qu'elle soit traumatique ou non traumatique. Il n'y a aucune étude aujourd'hui qui montre qu'il y a un effet supérieur en termes de recours à l'épuration extra-rénale ou d'insuffisance rénale aiguë de l'administration de bicarbonate de sodium par rapport aux solutés salées isotoniques. Pareil dans la néphropathie liée au myélome ou dans la prévention de la néphropathie induite par le produit de contraste. Il n'y a pas du tout de preuve qu'elle soit lors des scanners, lors des coronarographies, qu'on puisse avoir un bénéfice à l'administration de bicarbonate de sodium aujourd'hui par rapport à une hydratation classique. Et puis là, il ne faut probablement pas en faire, c'est ce que rappelle la RFE, et il n'y a pas grand-chose de nouveau, dans l'acidocétose diabétique, sauf peut-être dans des acidémies extrêmement profondes, mais là, je vous encourage à être extrêmement prudent sur la dose administrée pour éviter les effets secondaires métaboliques et l'alcalose de rebond. Dans l'arrêt cardiaque de manière systématique, en dehors de conditions très spéciales, et dans le syndrome de lisse tumorale, où il n'y a pas d'indication aujourd'hui à faire une alcalinisation systémique. Je crois que c'était la diapo de fin. Ouais. Il y aura peut-être des questions. Merci beaucoup pour votre présentation très claire. Il y a quelques questions. Première question, c'est d'un spectateur anonyme. Est-ce qu'il existe une formule pour bien titrer et anticiper les besoins en bicarbonate du patient que vous avez en face de vous? Ouais. Alors oui, il y a des formules. Il y a plusieurs formules. C'est comme toutes les formules, à mon sens, elles sont fausses, mais des fois elles sont simples. Donc on peut parfois les utiliser. On prend en fait Alors, certains disent 0,4 fois le poids, d'autres disent 0,5 fois le poids, 0,6 fois le poids, on ne sait pas très bien. Alors, par simplicité, je fais 0,5 fois le poids, multiplié par la différence de bicarbonatémie que l'on souhaite. Par exemple, si vous avez une bicarbonatémie à 10 et que vous voulez l'amener à 20, ça fait 10. Et si vous faites 100 kg,
Et la moitié de 100 kg, ça fait 50, fois 10, ça fait 500 millimoles de bicarbonate. Et si vous avez besoin de 500 millimoles de bicarbonate, eh bien, et que vous avez du bicarbonate à 4,2%, ça vous fera 1 litre de bicarbonate à 4,2% pour augmenter la bicarbonatémie théorique de 10 à 20. Mais bien sûr, tout ça est dynamique et ça ne veut pas dire qu'il faille augmenter aussi vite en faisant des bolus très rapides de bicarbonate de sodium. Mais ça donne une idée approximative du déficit en bicarbonate de sodium. Donc 0,5 fois le poids fois delta bicarbonate en millimoles. Merci beaucoup. Autre question de Damien Roux. Pourquoi est-ce que dans l'étude Bicar ICU, vous avez choisi du bicarbonate hypertonique? Alors, merci pour la question, Damien. Pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'on voulait avoir un effet rapide sur le pH. Même si on proposait d'administrer entre 30 et 120 minutes pour ne pas être non plus en bolus IVD, quoi. Alors que le bicarbonate de sodium isotonique, ça nous aurait pris probablement plus de temps et surtout plus de volume pour atteindre la cible de pH qui était égale à 7,30. C'était les 2 raisons du choix. Merci beaucoup. Une autre question de Simon Baudot. Est-ce que vous renouvelez les injections de bicarbonate si le pH n'est pas corrigé dans les heures qui suivent l'administration du bicarbonate? Alors, dans la première étude publiée et dans celle qui est en cours, oui, on renouvelle jusqu'à pH supérieur à 7,30 avec une limite dans le protocole qui est de 1 litre par 24 heures, ce qui est beaucoup. 1 litre de bicarbonate à 42 pour 1000, c'est plutôt beaucoup. Dans notre expérience de la première étude et les patients que l'on a fait dans la deuxième, il est rare qu'on soit obligé de dépasser une valeur médiane de 500 ml de bicarbonate à 42 pour 1000 parce qu'il y a 3 options. Soit le patient s'améliore, il n'a pas besoin d'avoir plus, et c'est rare qu'il récidive, qu'il repasse en dessous de 7,30, quoi. Soit il est épuré pour d'autres raisons, soit il décède, quoi. Mais on n'a pas eu de patient qui ait eu besoin de perfusion de bicarbonate de sodium au-delà de 24-36 heures de séjour. Merci beaucoup. Une autre question. Pourquoi est-ce que les études Bicar ICU 1 et 2 ont été faites en réanimation? Parce qu'il y a des patients aux urgences qui ont également une acidose métabolique et un score de Cadigo à 2 ou 3. Ouais. Alors c'est une très bonne question. Plusieurs réponses. Je pense que les patients qui ont une acidémie profonde avec une insuffisance rénale aiguë aux urgences ne vont pas y rester longtemps. Ils vont probablement arriver dans un secteur de soins critiques, que ce soit une réanimation ou un soin intensif spécialisé. Et donc l'idée, c'est plutôt de les adresser dans un service de réanimation ou de soins intensifs. La deuxième raison, c'est parce que c'est plus simple pour nous de travailler avec nos confrères réanimateurs avec qui on travaille tous les jours que des fois de travailler aux urgences, même s'il y en a une parfaite cohésion avec eux. Et la troisième raison, c'est essentiellement les 2 raisons. Ces patients-là, quand on regarde dans le Bicar 1, ce sera probablement la même chose dans le Bicar 2. Ils sont dans 90% des cas mécaniquement ventilés. Et dans 80% des cas, ils ont des vasopresseurs. Ils ont un SOFA médian à l'admission entre 8 et 10. Ils ont besoin de soins critiques, en fait. Merci beaucoup. Il y a une autre question sur. En fait, la question, c'est dans le cadre de l'acidose plus insuffisance rénale aiguë septique, ne faut-il pas prendre dans la même façon les acidoses purement lactiques versus les acidoses par défaut d'excrétion rénale d'acide? C'est-à-dire par défaut, c'est-à-dire dans les l'expression rénale d'acide, c'est-à-dire qu'en fait, c'est acidose lactique versus acidose secondaire à l'insuffisance rénale. Oui. C'est-à-dire de les opposer toutes les deux, de distinguer les deux La question telle que je la lis, alors éventuellement… Est-ce que vous les prenez en charge de la même manière, quelle que soit la cause de l'acidose? Alors, il y a 2 réponses. Dans la première étude clinique, la moitié des patients étaient en insuffisance rénale aiguë dans la strate de randomisation. Dans la deuxième étude, ils le sont tous par critère d'inclusion. Après, oui, on ne faisait pas la différence dans l'étude clinique et je ne pense pas qu'il fallait faire une différence au vu des résultats entre les patients qui ont uniquement une acidose lactique et les patients qui ont uniquement une acidose rénale. Sachant qu'encore une fois, beaucoup de nos patients en pratique ont un peu des deux, quoi. Ok. En fait, c'est l'acidose qu'on traite. Ouais.
et l'insuffisance rénale. Nous, en tout cas, enfin, en tout cas, dans mon unité, on entend souvent les néphrologues qui nous demandent d'alcaliniser. Donc on sort peut-être du sepsis, mais en tout cas d'alcaliniser les urines, d'avoir des objectifs urinaires, enfin de pH urinaire chez les patients qui ont des hémolyses importantes ou une hyperbilirubinémie importante pour éviter de faire précipiter soit les pigments d'hémoglobine, soit les pigments de bilirubine dans les tubules. Est-ce qu'il y a des données là-dessus sur l'utilisation des bicards dans ces indications précises? Alors honnêtement, j'ai pas en tête, peut-être que ça existe, mais j'ai peut-être pas ça en tête. J'ai pas en tête d'études cliniques, même avec des objectifs, par exemple comme l'insuffisance rénale ou le recours à l'épuration extra-rénale, où on ait montré un bénéfice à ça. C'est aussi un peu le rationnel de le faire dans les pigments dans la rhabdomyolyse, quoi, pour limiter la précipitation de la myoglobine. Mais là, on sait, dans la rhabdomyolyse en tout cas, qu'il n'y a pas de différence entre l'hyperhydratation standard avec des cristalloïdes versus l'alcalinisation. Pour la question précise de l'hémolyse et de la bilirubine, je ne peux pas vous répondre de manière certaine sur le niveau de preuve clinique, mais je ne crois pas qu'il y ait grand-chose. Merci beaucoup. Autre question de Boris Delange. Dans le trouble de Bicar ICU, donc, chez lequel il y avait un bénéfice des bicarbonates sur la survie, donc les Cadigo 2 et 3, est-ce qu'il y avait une différence en termes de recours à la dialyse? Est-ce que les critères de dialyse étaient prédéterminés et identiques entre les deux bras de traitement? Et est-ce que ça pourrait expliquer en partie la différence de mortalité observée? Alors oui, les critères de dialyse étaient prévus a priori. Je dois avoir la diapo quelque part que je pourrais vous montrer. Mais en gros, c'était plutôt des critères un peu conservateurs. Je ne l'ai pas là. Les critères conservateurs sur en gros l'hypercalémie menaçante, le dénégé du poumon asphyxique ou la persistance de l'acidémie malgré la réanimation avec ou sans bicard, selon le bras de randomisation avec un pH inférieur à 7,20. Donc les critères étaient standardisés et effectivement il y avait moins de recours à la dialyse dans le bras bicard. Dans le bras bicard, c'était surtout des recours liés à l'hyperkaliémie, au chiffre du récréate ou à l'oxygénation, alors que dans le groupe contrôle, il y avait bien sûr, évidemment plus de recours à la dialyse du fait du pH qui était bas. Alors est-ce que c'est une explication pour expliquer la différence de mortalité? La réponse est peut-être, parce que je ne peux pas vous certifier que c'est grâce à ça qu'on a diminué la mortalité, mais il y a des données actuelles qui sont plutôt en faveur de temporiser le recours à l'épuration extra-rénale chez les patients les plus sévères. Donc peut-être que c'est un peu concordant avec ces études-là. Ok, merci beaucoup. Question par rapport aux hypocalcémies induites par les perfusions de bicarbonate. Quand vous supplémentez avec du chlorure de calcium, du gluconate de calcium? Alors, plutôt du chlorure de calcium que du gluconate, mais c'est pas faux de faire du gluconate, quoi. La quantité de calcium dans le chlorure de calcium est supérieure, mais elle est hypertonique et nécessite une voie veineuse centrale, si je me rappelle bien. Alors que dans le gluconate, c'est plutôt dans l'urgence hypercalémique, on peut le faire en voie veineuse périphérique. C'est pour moi la différence principale. Mais ça me paraît effectivement important de le corriger avant d'administrer du bicarbonate de sodium, surtout si elle est basse dès le départ, quoi. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Je ne sais pas si Cécile, toi, tu as des questions. Non, merci Boris, et je trouve que ça met bien en valeur tu montres bien les changements dans les pratiques, c'est-à-dire que, en tous les cas, pour ma part, moi, les bicards, il a fallu ton travail pour qu'on en mette, donc c'est des changements extrêmement récents. Et c'est intéressant de voir toutes les explications sur quoi ces changements sont fondés. Donc, merci beaucoup pour ton exposé extrêmement clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau webinaire. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.